la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Pourquoi moi? C'est souvent la question que se posent des gens qui ont le sentiment d'être victimes de discrimination. C'est à cette question pourquoi moi qu'on va s'attacher aujourd'hui pour cette suite dans les idées en direct et en public du Salon du Livre. Pourquoi moi, c'est aussi le titre d'un livre. Pourquoi moi, l'expérience des discriminations, un livre co-signé par Olivier Cousin, Éric Massé, Sandrine Ruy, qui sont tous les trois sociologues, et un quatrième sociologue qui est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées, François Dubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, directeur d'études à l'EHESS, et c'est avec des collègues de Bordeaux et de l'École de hautes études que vous avez mené une grande enquête. Elle repose sur près de 200 entretiens avec différentes personnes pour essayer non pas de répondre à cette question « pourquoi moi ?», non pas de répondre à la place des gens, au fond, à cette question qu'ils se posent eux-mêmes, mais pour mieux comprendre dans quelles circonstances ils sont amenés à se poser cette question et comment ils tâchent d'y répondre ou de l'évacuer. Ça dépend des cas. En tous les cas, c'est une vaste enquête, comme il en existe peu jusqu'à présent, sur l'expérience de la discrimination. J'aimerais qu'on parte d'abord sur ce que vous entendez par discrimination, et par ce fait, vous distinguez la discrimination de la ségrégation, et vous allez même jusqu'à dire que, au fond, la discrimination ne commence que lorsque la ségrégation, en tous les cas la ségrégation institutionnalisée, cesse dans les sociétés. Oui, pour être discriminé, en tout cas pour se sentir discriminé, il faut être égal. Je veux dire que si j'interdis un spectacle à un enfant, il n'est pas discriminé parce que je ne le considère pas comme parfaitement égal. Si j'interdis telle activité à quelqu'un qui ne possède pas le diplôme pour le faire, il n'est pas discriminé. Donc pour être discriminé, il faut reposer d'abord sur un principe d'égalité. Pour prendre une image extrêmement simple, si un appartement doit être loué 1 000 €, tous ceux qui peuvent dépenser 1 000 € peuvent prétendre à occuper cet appartement, et les gens sont discriminés dès lors qu'on leur dit « Ah mais non, la couleur de votre peau ne me convient pas, votre sexualité me pose un problème ». Et d'ailleurs, c'est un délit, on n'a pas le droit de discriminer. Ce qui fait d'ailleurs que nous sommes dans une situation historique un peu paradoxale. Le thème des discriminations monte comme un sentiment d'injustice dominant au fur et à mesure que l'égalité progresse. Dans les sociétés fortement hiérarchisées, d'une certaine manière, les inégalités sont inscrites et dans la mentalité et dans la structure, et le sentiment de discrimination est par définition plus faible. Alors, vous rappelez qu'il existe différents travaux sur les discriminations. Vous dégagez deux grands types de travaux, certains qui s'attachent à mesurer l'ampleur des discriminations dans une société et les différents types de discrimination. Il y a beaucoup de critères. On sait que la HALDE, par exemple, la haute autorité de lutte contre les discriminations, on a dégagé 18, c'est ça. Donc on pense évidemment à l'âge, au sexe, à l'origine, enfin perçu comme tel. Il y en a beaucoup, on ne va pas les lister, aux préférences sexuelles, à la santé aussi, au handicap, etc. Et puis il y a un autre grand ensemble de travaux qui, eux, essayent plutôt de travailler sur la stigmatisation et sur les mécanismes à l'œuvre dans la stigmatisation. On pense au travail précurseur du sociologue américain Irving Goffman sur les stigmates. Mais vous dites, nous, on va au fond, avec cette enquête, essayer de comprendre autre chose. C'est non pas comment se fabriquent les discriminations, non pas comment on stigmatise ou comment on discrimine, mais plutôt comment c'est reçu, comment ça se passe, par les individus. Ben, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons quand même changé assez fortement nos représentations des injustices et des inégalités. Il y a 30 ans, personne pensait en termes de discrimination. Or, je peux vous dire qu'on discriminait dur. Mais on pensait exploitation, inégalité de revenus, patron, ouvrier, etc. Aujourd'hui, on pense beaucoup plus discrimination, mais là aussi, on construit très, très facilement des rhétoriques, disant les gens sont discriminés automatiquement dès lors qu'ils ont cette identité, cette couleur, cette sexualité, ce sexe, etc., etc.
Et je crois que le rôle, au fond, de la sociologie, c'est quand même de se méfier un peu de ça et de dire, il faut voir ce qui se passe vraiment. Après tout, pendant longtemps, les ouvriers étaient considérés comme exploités, mais il n'empêche qu'ils avaient une expérience de travail qui ne se réduisait pas à l'exploitation. Et là, ça nous paraissait intéressant d'aller voir les gens. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Bon, on observe d'abord, évidemment, un noyau très dur de discrimination. Pour dire les choses simplement, le jeune garçon sans diplôme, d'origine étrangère, d'une cité compliquée. Voilà. Où là, vous avez une discrimination qui ressemble à l'expérience des Noirs américains, telle que la porte la grande littérature américaine de Richard Wright à Ralph Ellison. Mais peut-être pour préciser, il faut dire que dans votre enquête, vous vous êtes focalisé sur on disait la HALD à 18 critères. Là, vous êtes focalisé plutôt sur 3, c'est-à-dire l'origine, et puis le sexe et la préférence sexuelle. Voilà. C'est les 3 critères que vous avez. Parce que c'est très difficile de comparer. Et en même temps, on ne peut pas faire une sorte de conception zoologique de la société où on considérerait que chacun est une sorte d'insecte spécifique. Bon. Il y a des points communs entre toutes ces choses-là. Alors je vous ai interrompu, François Dubé, vous soulignez d'abord ce par quoi le livre s'ouvre, qui sont ces figures singulières, dites-vous, de ceux qui font l'expérience d'une discrimination totale. Et vous preniez, par exemple, ces jeunes des cités qui sont dans le ghetto, dites-vous, et qui vivent le monde à travers ce prisme. Voilà. C'est une expérience totale dans le sens où la subjectivité des individus est construite par la discrimination, où leur vision du monde est organisée par la discrimination et où d'une certaine manière, je le dis avec beaucoup de prudence, mais leur conduite fabrique la discrimination qu'ils subissent par ailleurs. Enfin, il y a une sorte d'expérience dans laquelle l'injustice subie construit l'acteur. Mais, forme de piège, au fond, les choses s'auto-renforcent. C'est même assez tragique d'une certaine façon, puisque vous discriminez des individus et ces individus, comment dirais-je, intériorisent sur le mode de la colère en général cette discrimination et la reproduisent à l'infini, ce qui donne le sentiment d'être dans un ghetto noir américain des années 50. Mais il y a d'autres expériences totales de discrimination qui n'ont rien à voir avec cette colère. Par exemple, au contraire, la réclusion, dites-vous, et là c'est plutôt la discrimination en fonction des préférences sexuelles, le placard, ceux qui se mettent totalement de côté. Vous avez 2 autres cas, au fond, qui sont aussi totaux. Le premier, c'est quand la discrimination vous détruit, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de n'être rien que ce que les autres font de vous. Ce qui n'est pas le cas de la colère, parce que la colère fait que vous vous auto-constituez contre, à la manière de Fanon, au fond. Elle produit une identité. Elle produit une identité. Mais vous avez des gens dévastés par la discrimination, parce qu'ils n'ont pas de culture sur laquelle s'appuyer, parce qu'ils sont victimes de sadisme, de harcèlement, enfin, il y a des choses assez cruelles. Parce qu'ils sont isolés aussi socialement. Ils sont isolés, ils sont seuls, voilà. Et puis, il y a une expérience qui était, au fond, pendant très longtemps, l'expérience de la discrimination réservée aux homosexuels, c'est-à-dire l'obligation de se cacher et l'obligation de mentir aux autres et de se mentir à soi-même, ce qui fait que on construit une prison intérieure. Mais ces figures totales, le livre insiste là-dessus, sont très importantes, mais la discrimination est une expérience aujourd'hui beaucoup plus diffuse, beaucoup plus banale, beaucoup plus subtile que ça. C'est ça qui est passionnant dans le livre, c'est-à-dire qu'au fond, ces figures singulières de l'expérience totale de la discrimination, on en comprend assez bien les mécanismes, parce qu'au fond, souvent, on a tendance à réduire la discrimination à ça. Or, ce que vous montrez dans le livre, c'est que la discrimination, cette expérience subjective de la discrimination est extraordinairement variée selon les types de discrimination, selon les individus, leur âge, leur insertion dans la société. Et c'est ça que vous retracez. Mais j'aimerais qu'on parte d'abord de la manière dont les gens reçoivent ça, ce fameux pourquoi moi, et même vous parlez de choc et d'une question qui traverse beaucoup de gens qui font cette expérience subjective de la discrimination. Est-ce que ce que j'entends, je l'entends bien? Oui. Est-ce que c'est réel au fond? Parce qu'il y a quelque chose d'une dissociation entre ce qu'on perçoit de soi et la manière qu'on perçoit peu à peu que les autres ont de nous percevoir. Le cœur de cette expérience, c'est que je suis vu par les autres
d'une manière différente de celle dont je me vois moi-même. Donc, beaucoup de gens disent la première fois que ça m'arrive, je me demande si c'est à moi qu'on parle. Et ensuite, il y a quelque chose qui est le sentiment que la discrimination est comme un risque climatologique. C'est-à-dire, ça peut vous arriver, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on se prépare à vivre ça et chaque fois, il y a une interpellation qui est vécue comme une dénégation. C'est pour ça que les gens ont toujours, c'est très troublant d'ailleurs, les discriminations existent objectivement, incontestablement, et en même temps, les individus discriminés se demandent toujours ce qui leur arrive. Est-ce bien à moi qu'on parle ? Est-ce que si j'ai été discriminé, c'est bien pour les raisons que je suppose ? Il y a quelque chose, par exemple, une des phrases les plus banales qu'on entend dans cette recherche, ça a été « je voudrais pas être parano ». On entend beaucoup de gens parler dans cette recherche. Je voudrais pas être parano, c'est-à-dire... on m'a refusé un poste. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai cette couleur de peau ? Parce que je suis une femme. J'en suis pas sûr. Voilà. Et il y a aussi des choses qui rendent tout ça un peu plus compliqué encore, c'est que quelquefois vous pouvez être fortement stigmatisé. C'est-à-dire on vous insulte, on vous menace, on vous injurie, mais vous êtes assez peu discriminé. Et quelquefois vous pouvez être très discriminé, c'est-à-dire on vous ferme les portes, mais pas on ne vous stigmatise pas. Et donc... derrière les catégories, les statistiques juridiques de la discrimination, il y a toute, je dirais, une vie sociale qui est d'ailleurs assez douloureuse et en même temps que les individus vivent comme une sorte d'épreuve qui les renforce, qui les rend plus intelligents. Par exemple, quand on est discriminé, il faut être intelligent pour deux. Il faut avoir beaucoup plus d'humour que l'autre. Il faut anticiper des situations que un homme comme moi, c'est-à-dire blanc, hétérosexuel, de classe moyenne supérieure, rencontre assez rarement. Rencontre quasiment pas. Enfin, voilà. Il faut esquiver. Il faut anticiper. Devenir plus malin. Et il y a une vigilance qui se crée. Et donc, les personnes discriminables développent, ça c'est très goffmanien au fond, développent des stratégies pour éviter les endroits, les moments, anticipent. Et très souvent, d'ailleurs, ces stratégies sont perverses parce que elles sont très intelligentes du point de vue de celui qui les met en place, mais elles se retournent. Par exemple, un exemple qui nous avait beaucoup frappé, quand vous êtes discriminable, vous amenez plusieurs papiers d'identité parce que vous savez qu'on va vous en demander plusieurs. Et pour l'employé au guichet, si vous amenez plusieurs papiers, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Donc ça prouve bien que vous avez quelque chose à cacher. Et vous êtes toujours dans des choses comme ça un peu bizarres. On voit bien que ces gens sont entre le déni et la parano, toujours oscillant entre les deux, avoir du mal à véritablement percevoir ce qui se passe. Alors, on s'aperçoit aussi, et ça socialement c'est très intéressant, François Dubé, c'est que plus les gens occupent des positions élevées dans la hiérarchie sociale ou valorisées socialement, plus ils sont à même de percevoir à la moindre alerte qu'ils font l'objet d'une discrimination. Oui, il y a une sorte de renversement de causalité. Si vous voulez, les gens qui sont en bas dans la hiérarchie sociale sont objectivement plus discriminés parce qu'ils ne sont pas protégés par les diplômes, par les relations, par tout ce qui atténue la discrimination. Mais en même temps, ils sont englués dans 1000 injustices sociales, 1000 inégalités sociales qui ne procèdent pas de la discrimination. Je veux dire que si vous êtes un ouvrier du bâtiment d'origine africaine sans qualification et précaire, bien sûr vous êtes discriminé, mais vous êtes d'abord exploité, instable, mal payé, et ça compte quand même beaucoup, beaucoup. En revanche, quand vous montez dans la hiérarchie sociale, vous avez franchi les épreuves. Vous avez triomphé, vous avez passé les diplômes, vous avez obtenu les emplois, vous avez des amis, etc. Et à la première alerte, évidemment, la discrimination que vous croyez avoir réglée vous revient dans le visage avec une violence extrême, même si elle est objectivement plus petite. Ce qui fait que la discrimination le sentiment de discrimination est très couplé avec le modèle méritocratique. Au fond,
on se sent d'autant plus discriminé qu'on a le sentiment de mériter quelque chose. Et plus on monte, plus on a le sentiment de mériter. En revanche, les gens qui sont plutôt en bas souffrent de discrimination, mais ils vous disent oui, je suis discriminé, mais au fond, ma situation n'est pas très différente de celle du petit blanc qui lui aussi est mal payé. Alors c'est vrai que la police me demande plus de papiers, mais bon, on a quand même beaucoup de choses en commun. Alors c'est toute la finesse de cette enquête, je le rappelle, donc François Dubé, que vous avez menée avec Olivier Cousin, Éric Massé et Sandrine Ruy, sur la base de 180 entretiens avec des personnes, que d'aller voir dans le détail de ces situations, non seulement en fonction de la place occupée dans la hiérarchie sociale dont on vient de parler, mais aussi à l'intérieur de certaines institutions, comment les choses peuvent se passer différemment. Il y a notamment un chapitre qui est consacré à une comparaison entre deux institutions importantes de la société. D'un côté, l'hôpital et de l'autre, l'école. Deux institutions sur lesquelles vous avez travaillé depuis longtemps, François Par ailleurs, Dubé. oui. Alors, en quoi est-ce différent ? Disons que c'est un constat qui nous a un peu surpris. Quand on demande aux individus « Est-ce que vous avez été discriminé à l'école ?», presque tout le monde dit oui. Presque tout le monde dit oui. Quand on demande aux gens « Avez-vous été discriminé à l'hôpital ?», presque tout le monde dit non. Bon. Alors, on a évacué évidemment une réponse qui serait pas acceptable et qui serait en plus indémontrable, c'est que les enseignants seraient abominablement racistes et que le personnel soignant serait formidablement humaniste. On a considéré que, grosso modo, les deux institutions étaient plutôt humanistes et que le racisme n'y régnait pas en maître. Donc, l'expérience des discriminations doit s'expliquer d'une autre manière. Et l'explication, au fond, est assez simple pour la résumer, c'est que quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes individualisé. Vous êtes toujours un individu avec une maladie spécifique, un environnement spécifique, et d'une certaine façon, vos différences culturelles participent de 1000 autres singularités. Le soin n'est pas collectif. Voilà, vous êtes musulman, bon, mais en même temps, vous avez du diabète. Et au fond, le diabète, c'est plus important que le tabou alimentaire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, en tout cas. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, l'hôpital est une machine qui casse les identités collectives. Si on prend le cas de l'école, l'école est une machine dont la fonction est de produire des inégalités sociales justes en classant, en rangeant, en orientant les élèves, etc. Et qui finit par un jeu purement d'inégalités scolaires. Je veux dire, je ne fais pas l'hypothèse qu'il y a de la discrimination, mais par le jeu des inégalités scolaires, plus des ségrégations urbaines, etc., au bout d'un moment, vous avez des établissements dans lesquels il n'y a plus que des enfants issus de l'immigration. Dans d'autres, il n'y a plus que des enfants blonds aux yeux bleus. Dans certaines filières, il n'y a que des filles. Dans d'autres, il n'y a que des garçons. Mais ce n'est pas une volonté de discriminer, c'est un jeu mécanique. En tout cas, on fait cette hypothèse. Mais l'école trie, l'hôpital trie moins, on va dire. Et l'hôpital atomise. Voilà. Et si vous demandez aux élèves, les élèves dès lors se disent, mais pourquoi on se retrouve tous ensemble ? Et ils vont transformer ce mécanisme en intentionnalité. On va dire, au fond, c'est fait exprès. D'ailleurs, tel enseignant a fait cette remarque, ce qui prouve bien qu'ils avaient l'intention de nous discriminer. Et les enseignants sont d'ailleurs dans une situation catastrophique parce qu'ils savent que les élèves les soupçonnent de les discriminer. Le soupçon de racisme est insupportable, donc tout le monde est très mal à l'aise. Mais je prends un exemple très simple. Si un enseignant dit à une classe qui se laisse aller, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous, logiquement, ce n'est pas une remarque stigmatisante. Mais si la classe n'est composée que d'élèves d'origine africaine, eh bien le vous, ça devient vous les Africains noirs. C'est perçu par les élèves de cette manière. Aussi parce que ça les arrange d'ailleurs. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas forcément dans le monde de la bonne foi. Donc la discrimination, ça n'est pas qu'une affaire d'intentionnalité, c'est pas qu'une affaire de mauvais sentiments. Il y a aussi des mécanismes qui font que le sentiment de discrimination va s'exacerber ou au contraire va se diluer.
des mécanismes qu'on trouve à l'œuvre donc dans des institutions publiques différentes, écoles, hôpitaux, mais aussi sur des marchés du travail, par exemple. Alors vous comparez dans le livre la situation contrastée, relativement contrastée, entre d'un côté l'univers des médias où l'on voit quand même un petit peu plus de diversité, on va dire, du point de vue des sexes et du point de vue, même s'il y a encore sûrement des discriminations. Enfin, et puis l'univers politique de l'autre côté qui lui est finalement a très très peu évolué de ce point de vue, François Dubé. Écoutez, on aurait pu penser là aussi que l'univers des médias, qui s'est beaucoup ouvert à la diversité, comme on dit, j'aime pas trop cette notion, mais enfin bon. On mettait des guillemets. Il faut utiliser, voilà. Je mets des guillemets. Cet univers s'est beaucoup ouvert, on le sait, on mesure, le CSA fait faire des enquêtes. C'est féminisé un petit peu aussi. Sans qu'il y ait d'injonction d'ailleurs légale. Et l'univers politique est au contraire extrêmement fermé. Les femmes sont rentrées sensiblement aux dernières élections, mais les minorités restent invisibles. Donc on pourrait dire là aussi, d'un côté on a un monde ouvert, cosmopolite, sympathique, et de l'autre un monde... C'est pas exactement comme ça. C'est que d'un côté, vous avez un marché extrêmement mobile, et il y a beaucoup de places. Et les challengers ont toujours des chances de rentrer, même si c'est un marché très instable. Et le monde politique est un monde fermé. C'est un jeu de chaises musicales dans lequel il n'y a pas de chaises pour les nouveaux venus. C'est pour ça, je le dis d'ailleurs, que personnellement, j'aurais beaucoup de mal à pardonner au gouvernement s'il ne fait pas des choses un peu radicales sur le cumul des mandats et l'accumulation dans le temps des mandats. Parce que pour libérer des chaises, oui. Si on ne libère pas de chaises, eh bien, je suis désolé, la couleur des assemblées élues restera blanche et masculine, parce que tout simplement, on a un problème de marché, de jeu, et pas forcément de racisme, entre guillemets. C'est vraiment des phénomènes qu'il faut bien comprendre, où tout ne se joue pas dans l'hostilité. Ça peut se jouer dans des mécanismes très subtils et qui font que les nouveaux venus n'entrent pas, et voilà. Alors il y a beaucoup de choses dans cette enquête extraordinairement riche sur l'expérience de la discrimination, François Dubé, mais vous concluez sur, en reprenant des analyses que vous avez publiées récemment sur l'égalité des chances et le triomphe de l'égalité des chances, enfin du raisonnement en termes d'égalité des chances dans la société, pour vous interroger au fond sur le lien qui peut exister entre cette manière de penser l'égalité spécifique, qui est différente de l'égalité réelle, et puis précisément la montée de l'expérience des discriminations. Bon, d'abord, on peut être assez optimiste d'une certaine manière. Les discriminations s'installent dans l'agenda politique comme un vrai problème. Elles se maintiennent, mais elles sont condamnées. Personne ne les défend. Et le modèle de justice selon lequel il faut traiter les gens de façon équitable en fonction de leur mérite, c'est quand même installé. Je veux dire que malheureusement, je suis trop vieux pour ne pas me souvenir qu'il y a 15 ans, c'était quasi inaudible, et à 25 ans, on ne pensait jamais en ces termes. Donc il y a véritablement une société qui prend en charge ce genre de problème. Je me méfie cependant de l'hégémonie de ce modèle, parce que c'est quand même un modèle vainqueur-vaincu. C'est-à-dire que c'est un modèle qui dit, si vous méritez de gagner, il ne faut pas vous discriminer. Mais si vous ne méritez pas de gagner, on ne vous doit plus rien. Ça, c'est mon premier raisonnement. Et d'ailleurs, les gens qu'on rencontre le disent. Ils disent très souvent, attendez, je suis discriminé, mais ce qui me gâche la vie, c'est pas que les discriminations. Ce qui me gâche la vie, c'est le chômage, le mauvais logement, le tramway qui met un temps fou pour venir au travail, les conditions d'éducation. C'est pas que les discriminations. Donc, il faut les inscrire dans d'autres injustices. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'effet des discriminations est d'autant plus brutal que les inégalités sociales sont fortes. Je veux dire que si vous êtes dans une société qui discrimine, mais dans laquelle les positions sociales sont relativement proches, c'est très mal de discriminer, mais la conséquence des discriminations, je veux dire que si les ouvriers sont bien payés, le fait que vous soyez discriminé et conduire à être ouvrier est beaucoup moins cruel
que si les ouvriers sont très mal payés. Et d'ailleurs, quand vous vous intéressez aux gens, aux ouvriers, c'est plutôt ça qu'ils vous disent d'ailleurs. Donc il y a ça. Et puis la troisième chose, c'est que la discrimination interroge la société. Et là, on a un vrai problème en France de retour du refoulé. Au fond, personne n'est favorable aux discriminations, mais se pose la question de savoir ce que l'on fait de la critique que les discriminations font à notre modèle, on va dire les choses, national, ou à notre modèle anthropologique. Je prends un exemple pour bien me faire comprendre. Les sondages révélaient que sur le mariage homosexuel ou gay, au fond, l'opinion publique était ouverte. C'est un droit, on a le droit, on est libre, on est égaux. Dès que la question de la filiation se pose, les gens coincent. Vous posez la question du scandale je veux dire des stéréotypes racistes, etc. Tout le monde est plutôt d'accord. Vous dites, à partir de maintenant, la société française, admettons qu'elle ne sera plus catholique, blanche, républicaine, ça coince. Et d'ailleurs, depuis que ce livre est sorti, nous avons reçu quelques mails particulièrement agressifs sur ce thème. C'est-à-dire que les discriminations posent un problème à notre société. Et d'une certaine manière, les individus discriminés le sentent. Ils vous disent, moi j'ai des problèmes dans la vie, parce que je suis discriminé, parce que la police me demande mes papiers, parce qu'on me refuse l'accès aux boîtes de nuit, parce que, etc. Mais je découvre que je suis un problème quand j'ouvre la télé. Or, les gens vous disent, moi je croyais que j'avais des problèmes, mais je me rends compte que je suis un problème pour les autres. Et ce n'est pas mon problème, l'identité française. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous avez une sorte de tension. Et comme l'enquête a été faite pendant les derniers mois ou la dernière année de Nicolas Sarkozy, le climat a été très très lourd là-dessus. Les gens vous disent au fond, ma vie se déroule. Mais ce que je ne supporte pas, c'est de voir que je suis devenu l'enjeu d'une identité nationale qui n'est pas mon affaire. Moi, je n'ai pas de problème d'identité nationale. Ça semble aussi poser problème à certains autres sociologues qui reviennent à des analyses culturalistes. Si l'on regarde les yeux qu'ils portent sur les populations sahéliennes, parfois, on peut se dire aussi que c'est le produit de ce contexte. La conclusion de ce livre interroge non plus l'égalité, mais la fraternité, au fond, en pesant de gros doutes. Je crois que notre problème, c'est la fraternité. Je vais dire les choses très brutalement. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, ça marche, grosso modo. L'égalité, on est d'accord sur le principe, même si ça ne marche pas, mais elle gagne en tout cas comme modèle culturel. Sur la fraternité, on a des gros problèmes. On a des gros problèmes. Merci beaucoup François Dubet. Je rappelle cette enquête donc menée avec Olivier Cousin, Éric Massé et Sandrine Ruy. Et pourquoi moi, l'expérience des discriminations, et c'est publié au Seuil. La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Fraternité, égalité, liberté. La devise républicaine, mais dans un ordre inversé, c'est ce que propose François Dubet au terme de son nouvel essai. Il est ce samedi l'invité de la suite dans les idées. Renouer avec les valeurs de la République, c'est reprendre le combat pour l'égalité. Il doit s'appuyer sur nos administrations, sur l'État qui est l'incarnation de notre modèle social. La République a toujours été le patrimoine de ceux qui n'ont rien, de ceux à qui la vie n'a rien donné ou qui ont tout perdu, et la mission de mon gouvernement sera de remettre pleinement la République au service de tous pour casser les inégalités. L'école, c'est là où s'apprennent les valeurs de la République. Ce doit être un lieu d'apaisement avec pour seul but l'intérêt de nos enfants. Et je crois que sur ce point, nous devons nous retrouver.
le grand dessein de la République, c'est l'égalité des possibles. Et l'égalité des possibles, c'est pouvoir débuter dans la vie et avoir une deuxième chance lorsque c'est nécessaire. Alors ce n'est pas du François Dubé, il n'est pas encore Premier ministre, il ne parle pas de mon gouvernement, vous l'avez peut-être reconnu, c'est du Manuel Valls, extrait du discours de politique générale prononcé cette semaine à l'Assemblée nationale, et dans lequel j'ai trouvé, François Dubé, cette expression « égalité des possibles ». Alors on connaissait égalité, on connaissait égalité des chances, et là on entend égalité des possibles. Comment vous l'entendez, vous ? Je l'entends comme une manière de dire égalité sans dire égalité des chances en réalité, c'est-à-dire il faut que chacun trouve la voie qui lui convienne le mieux, que chacun fasse ce qui est possible. On y retrouvera par certains aspects du Pierre-Rosan-Vallon, par d'autres du Sen, Amartya Sen, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie ou à la philosophie politique. Non, je crois qu'il n'y a rien à dire ou à redire à ce discours. Qui, en France, serait hostile à cette affirmation ? Je crois que le problème, aujourd'hui, il est de savoir si ce désir d'égalité est aussi fort et aussi évident et aussi naturel qu'on le postule quand on parle comme le fait Emmanuel Valls. Et au fond, mon inquiétude, c'est un peu de me dire, nous affirmons je crois véritablement que nous sommes égaux en principe, en droit. Je crois qu'il y a un triomphe de l'égalité tocquevillienne, si l'on veut, enfin des principes de 89 là-dessus. Où je résiste un peu, c'est de croire que cette affirmation de l'égalité se transforme en désir d'égalité des autres. Dire que nous sommes égaux, ça n'est pas forcément vouloir payer des impôts pour les autres. Voilà. Alors, on l'a entendu, Manuel Valls a insisté sur l'importance de ces valeurs républicaines, et au premier chef de l'égalité. Donc il y a ce discours d'affirmation de l'égalité. Mais vous, François Dubé, professeur de sociologie à Bordeaux, directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, vous publiez ce livre aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées, avec ce titre, « La préférence pour l'inégalité ». Alors, c'est pas votre préférence, François Dubé, on l'aura compris. Oui. C'est celle qui se traduit dans un certain nombre de discours et d'actes aussi de la société française. Oui, au fond, on fait les essais comme ça, les petits essais, parce qu'on a des humeurs, d'une certaine manière. Bon. Oui, c'est pas une enquête sociologique, mais ça repose sur des lectures, ça repose sur quelques travaux, oui. Mais au fond, l'humeur dans laquelle je me suis situé, c'est que on s'accommode très facilement d'un raisonnement qui n'est pas contestable, qui consiste à dire les inégalités se creusent parce que l'économie l'impose, parce que la mondialisation, parce que c'est comme ça, parce que c'est la crise, et puis mais en réalité nous voudrions l'égalité. Alors nous sommes tous indignés d'ailleurs quand on apprend que les 1% ou les 0,1% nous expliquent Stiglitz, Piketty et d'autres raflent complètement la mise. Je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est que les inégalités qui comptent pour un sociologue, au fond, et qui donc pour les acteurs sociaux, c'est pas simplement les inégalités qui opposent les 99,9% de braves gens aux 0,1% qui captent tout. Ce sont les inégalités qui traversent la totalité de la société, qui distinguent les cadres des ouvriers des employés, les chômeurs des encore plus mal traités que les chômeurs. Et à l'intérieur même et à l'intérieur de ce monde-là, moi j'observe plutôt un repli du sentiment de solidarité ou du sentiment de fraternité, utilisons après tout les mots que notre tradition nous donne et qui ne sont pas tous forcément connotés de manière négative, qui fait que en réalité, on observe plutôt une préférence, non pas idéologique, mais on observe un ensemble de pratiques qui produisent de l'inégalité et auxquelles nous sommes en fait très attachés. Alors j'en évoque quelques-unes. Il y en a que vous connaissez bien parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'école. L'école est un exemple. Le choix de l'établissement scolaire. Le choix de l'établissement, de la filière. Au fond, nous voulons l'égalité scolaire, mais l'inégalité de nos propres enfants, ce qui n'a rien de scandaleux. Mais le résultat, si on n'a pas de capacité politique, le résultat, c'est que les inégalités se creusent. Nous sommes hostiles aux ghettos urbains, mais nous préférons quand même vivre entre nous.
Le thème du déclassement est un thème que je trouve extrêmement ambigu, car quand on dit déclassement, on ne pense pas souvent aux ouvriers non qualifiés qui perdent tout et qui se retrouvent en une underclass, pour parler comme ça. On pense plutôt aux classes moyennes qui vont perdre quelques habitudes et quelques positions, ce qui est d'ailleurs pas tellement vrai en réalité, mais ce qui fait qu'on a peur et qu'on se replie. Voilà. On pourrait penser aux enquêtes désastreuses et régulières. Alors les sondages d'opinion sont pas ma tasse de thé, mais quand vous lisez 25 ans de sondages d'opinion qui vous montrent que les Français, 70% des Français pensent qu'il faut se méfier de son voisin parce qu'il va vous truander, que les élus sont tous corrompus, et que la France est très singulière là-dessus. C'est pas, on est très étrange de ce point de vue. Le phénomène existe ailleurs, mais il est très amplifié en France. En France, il est extrêmement prononcé. Quand vous voyez, par exemple, que les enquêtes, y compris les enquêtes que j'ai faites, montrent que nous condamnons tous le chômage, mais que nous n'avons pas l'ombre d'une empathie pour les chômeurs et que nous les soupçonnons même, en général, de... le ministre du Travail ne sait pas... N'a fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. François Rebsamen, l'autre jour, qui estimait qu'il fallait davantage contrôler les chômeurs. On peut penser aux jeunes des quartiers difficiles, comme on dit. Nous sommes désolés de leur situation, mais personne n'a de sympathie à leur égard. Donc, d'une certaine manière, on a observé pendant un siècle une réduction des inégalités parce qu'elles s'appuyaient sur des sentiments de classe, de nation, sur un imaginaire, parce qu'il faut quand même dire les choses un peu brutalement, qui fait qu'on était prêt à payer pour d'autres. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes de plus en plus convaincus que nous sommes égaux, mais nous voulons de moins en moins l'égalité réelle des autres. Et là, il y a un défaut, je dirais, de symbolique politique considérable. On va prendre un autre exemple, François Dubé, dans l'actualité. Après l'affaire Thévenoud, d'ailleurs, ça prend un relief particulier. L'annonce par le Premier ministre, encore lui, dans sa déclaration de politique générale, de la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, venant accréditer ce discours désormais ancré aussi bien à droite qu'à gauche, qui veut qu'il est souhaitable que tous les citoyens ne payent pas l'impôt. On se rappelle qu'il y a 20 ans, la gauche disait exactement le contraire. Je suis extrêmement choqué et quitte à apparaître complètement à contre-courant sur ces positions. Je crois que une des causes du déclin de sentiment de solidarité, c'est qu'aujourd'hui en France, la moitié de la richesse nationale est redistribuée. Elle est captée, entre guillemets, sous forme d'impôts, de taxes, de TVA, de CSG. Et la moitié du PIB, la moitié de la richesse est redistribuée. Or, ce mécanisme de redistribution... Qui permet de réduire les inégalités, quand même. Qui est extrêmement efficace. Je le défends. Pas suffisant, sans doute. Non, mais il est très efficace. Sauf qu'il est tellement obscur que tout le monde a l'impression d'être grugé. Et je trouve que il faudrait, pour recréer du lien, que chacun contribue, quitte d'ailleurs à ce que ceux qui ne payent pas d'impôts soient, je vais prendre une position paradoxale, soient aidés pour en payer. Mais vous ne pouvez pas fonder une confiance élémentaire si la moitié des gens payent des impôts, on a l'impression de se faire avoir, et si l'autre moitié qui ne paie pas d'impôts a le sentiment de se faire, d'une part que tout est gratuit, et d'autre part d'être méprisé parce qu'elle ne paye pas. Et exclu. Méprisé. De la communauté. Voilà. Donc, je crois que sur des choses comme ça, les thèmes qui ont été avancés de manière un peu rituelle, de clarification, c'est plus qu'un problème technique. Dans une société qui redistribue la moitié de la richesse, il faut reconstruire le sentiment d'une interdépendance, et il faut savoir qui paye, qui gagne, ce que je touche, ce que je crois, ce que je dois, ce que je peux faire. Si je n'ai pas ça, évidemment, vous avez... je vais faire des ennemis, mais enfin, vous avez des bonnets rouges à l'infini, c'est-à-dire des gens qui disent « je me fais avoir, je ne peux plus payer, mais je ne répugne pas à être assisté un petit peu ». Alors François Dubé, dans ce livre, La préférence pour l'inégalité, vous partez du constat de l'accroissement des inégalités économiques, des inégalités sociales, à travers un certain nombre d'indicateurs, en reprenant des travaux. Vous citiez tout à l'heure Thomas Piketty, par exemple, mais on peut aussi parler de vos propres travaux sur l'école, par exemple. Donc ça, c'est un fait, ce sont des faits sociaux, ils sont relevés. Mais ils ne suffisent pas, selon vous, à expliquer un autre fait qui est masqué, qui a une dimension plus sociale et même politique, qui est l'érosion de la fraternité ou de la solidarité sociale. On vient d'en parler, mais du coup, ce sentiment qui est parfois exprimé de façon un peu abrupte par certains extrêmes politiques,
qu'on ne fait plus société, que la société se défait et que dès lors, comment peut-on exiger de l'égalité dans une société qui n'a plus le sentiment de faire société? Il faut revenir à notre imaginaire français, parce qu'il est très singulier. Ça a été l'idée, c'est ce que j'appellerais comme ça, le moment de Durkheim, d'une certaine façon. C'est-à-dire, la société française est un organisme dans lequel chaque élément est indépendant des autres, est interdépendant des autres. Deuxièmement, c'est une nation. Ça a l'air tout bête. C'est-à-dire que c'est une société où, en dépit des différences, chacun participe du même imaginaire national. Troisièmement, c'est un système politiquement souverain. Et donc, tous les Français, du général de Gaulle au Parti communiste, ont raisonné dans ce cadre. En gros, tout ça s'est fabriqué entre la Révolution française et les grandes lois de la Troisième République et la naissance de la sociologie. Jusqu'aux 30 Glorieuses. Voilà, ça dure jusqu'aux 30 Glorieuses. Ce système-là se défait. Et je comprends que ce système-là, cet imaginaire-là se défaisant, imaginaire qui ne reviendra pas, on ne reviendra pas là. Mais cette représentation se défaisant, on comprend très bien comment une grande partie des Français qui ont le sentiment de perdre, qui ont le sentiment d'être largués, qui ont le sentiment d'être perdus, qui ont le sentiment d'être abandonnés, qui n'avaient jamais voté pour l'extrême droite de leur vie et qui, au fin fond du Périgord, où il n'y a pas d'immigrés, votent comme ça alors que toute leur tradition politique s'y oppose. Ces gens-là ont le sentiment que, au fond, la société se défait sous leurs pieds. Évidemment, ce qui est tragique, c'est que les seules forces politiques en France qui répondent massivement et de manière, je voudrais être compris, de manière ignoble, inacceptable, maurassienne, raciste, intégriste, tout ce qu'on voudra, mais qui répondent à cette inquiétude, c'est cette vieille tradition anti-révolutionnaire, cette vieille tradition communautaire, cette vieille tradition du sang, de la race et des morts. Bon, très bien, on est contre. Mais il faut bien que nous, je dirais, les gens démocrates, les gens de progrès, on ait quelque chose à dire. Or, mon sentiment, c'est qu'on ne dit rien. Mais alors, quand même, on ne dit rien face à ça. Mais on ne dit rien de sérieux. Ce que dit le Premier ministre, par exemple, on va rester sur la déclaration de politique générale, à l'image d'une bonne partie de la gauche, c'est que face à cette interrogation, il répond République avec un grand R. C'est-à-dire que là où l'extrême droite tient un discours qui consiste à bouter hors de France tous les éléments étrangers, etc. Oui, d'ailleurs, sans y croire, en réalité. Mais enfin, elle le dit. Mais c'est du symbole, c'est de l'image. Et à côté de ça, on a un discours réactionnaire, lui aussi, de gauche, qui voudrait revenir à la République avec un grand R, celle dont vous parliez du 19e siècle. Ce discours est plus sympathique. Je préfère le retour à la grande révolution que le retour à Thiers et à la Commune. Mais il n'a pas grand sens par rapport à la réalité sociale qu'on connaît. Il n'a pas plus de sens. Et d'ailleurs, les gens n'y croient pas plus. Bon. Et donc, il faut bien que l'on reproduise des sentiments de solidarité et l'espèce de, je dirais pas de tragédie, mais de difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que cette solidarité ne se produira plus, me semble-t-il, par des grands récits. Je veux dire, la droite ou l'extrême droite fait des grands récits, la nation, etc. Mais on ne peut plus faire des grands récits comme ça. Donc, le travail politique aujourd'hui auquel j'en appelle, c'est pas l'incantation républicaine. Je donne un exemple très simple. C'est de faire une école accueillante. C'est pas de faire une grande école républicaine. C'est de faire une école où les enfants soient accueillis. C'est de faire que on donne un peu plus aux segments les plus pauvres, un peu moins aux segments les plus favorisés. C'est de faire que dans la vie commune, les gens aient plutôt besoin les uns des autres, plutôt que, je dirais, que l'État les aide à avoir besoin des uns des autres, plutôt que l'État leur fasse croire qu'il répondra à toutes leurs demandes au nom de la République. Je pense à d'autres choses. Aujourd'hui, le thème de la reconnaissance de l'altérité se pose. Bon. Il est évident qu'il faut reconnaître l'altérité, mais reconnaître l'altérité suppose d'abord de dire qu'on a quelque chose en commun, que des mamans voilées et des mamans pas voilées qui accompagnent leurs enfants à l'école ont quelque chose de fondamental en commun, qui est d'être soucieuses de l'intérêt des enfants du quartier ou du pays. Si on ne raisonne pas de cette manière-là, d'une part, il n'y a aucune raison que des liens de solidarité soient suffisamment forts pour résister à cette espèce d'érosion par les inégalités, et d'autre part, on laisse le terrain ouvert à de l'imaginaire, à des très vieilles choses fort antipathiques. Mais, je veux dire, la nature a horreur du vide. Si les gens ont le sentiment que leur fraternité se décompose, il faut arriver à dire quelque chose, et pas simplement à dire « attendez que la crise économique se résorbe, et pendant ce temps, ayons des principes moraux irréfragables ». D'ailleurs, principes moraux que l'on
avec lesquels on est, semble-t-il, ces temps-ci, d'une certaine légèreté, avec lesquels on est d'une certaine légèreté. Donc, voilà, il faut admettre que les sociétés, c'est des systèmes d'imaginaire, de symboles, de représentation, et il ne faut pas abandonner ça à nos ennemis, si je peux parler de cette manière. Mais en vous entendant, on se dit, pourtant c'est un peu le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que soit d'un côté on a l'appel à la reconstitution de ces grands récits mythiques, le retour à des figures caricaturales de la République comme solution. Prenons l'école. Vous dites il faut qu'elle soit plus accueillante, qu'il faut rompre avec les références d'Urkheim pour préférer Freinet et John Dewey qu'on découvre en France. Mais on a le sentiment que ça, par exemple, ces efforts pédagogiques-là, on a pu les voir se mettre en œuvre dans le sillage de mai 68, dans les années 70 en France, mais que, au contraire, depuis, en gros, que Jean-Pierre Chevènement a été ministre de l'Éducation nationale, tout ça est parti sur l'autre pente, totalement. Totalement, oui. Mais il faut résister. Il y a quand même un devoir d'espérance. On ne peut pas. Prenons l'école, puisque vous en parlez. Tous les 3 ans, tous les 2 ans, il y a une enquête PISA qui nous dit votre école est inégalitaire, les élèves n'apprennent pas grand-chose et en plus ils n'y sont pas heureux. Et on sait que les enseignants, ils sont presque encore plus malheureux. On fait ce constat. Et généralement, dans les 3 semaines qui suivent, on considère qu'on a la meilleure école du monde, que nos élites sont enviées par le monde entier, etc. Donc nous sommes quand même dans une paralysie politique là-dessus considérable. Oui, il faut faire des écoles. Le lycée français coûte 28% de plus que les lycées de l'OCDE. L'école élémentaire française coûte 20% de moins que l'école élémentaire des pays de l'OCDE. Il faut transférer des richesses. Et on n'a pas parlé des classes préparatoires. Je laisse de côté les classes préparatoires parce que je ne veux pas rendre tout le monde fou. Voilà. Qui coûtent une fortune aux contribuables français. Et qui produisent des élites que le monde entier ne nous envie pas toujours. Voilà. Mais pour dire un mot là-dessus, d'ailleurs, je ne crois pas que le problème, c'est la production d'élite en France. Le problème, c'est que la production d'élite détermine la totalité du fonctionnement du système scolaire. C'est pas l'école normale supérieure qui est le problème. C'est que le modèle de l'école normale supérieure détermine le programme de 6e. C'est ça qui est un problème, pour parler de façon un peu caricaturale. Mais il faut affirmer que nous avons une capacité politique, que tout ne dépend pas des mécanismes internationaux, globaux. Il y a une sorte de... Aujourd'hui, au fond, expliquer les inégalités uniquement par l'économie, c'est une manière assez à droite de dire il y a des inégalités, on n'y peut rien. À droite en un mot. Mais... À droite en un seul mot. C'est une manière, au fond, ou de mauvaise foi, pour dire les choses. Je n'y peux rien parce que c'est une fatalité. Je crois que, bien sûr, alors, je ne vais pas me donner le ridicule de faire comme si la Chine n'existait pas, bien sûr, mais malgré tout, on abandonne, enfin, on laisse aller. Alors, quand on évoque une capacité politique, une marge de manœuvre politique, et on l'a vu encore une fois dans ce discours de politique générale que décidément j'aurais beaucoup cité, c'est vers l'État qu'on se tourne. C'est-à-dire que comme si, finalement, la politique était égale à l'État, qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire de la politique. Or, peut-être que les solutions... Elles sont à inventer ailleurs. Il faut faire confiance à la société, il faut faire confiance aux acteurs sociaux. D'ailleurs, c'est pas une pétition de principe. Quand vous regardez souvent la vie politique locale, les petites villes, les gens manifestent une solidarité, une fraternité, une chaleur, ils se débrouillent, ils se prennent en main. Alors je ne pense pas qu'on peut faire monter la logique du village vers la société globale, mais il n'y a aucune raison les Basques se sentent solidaires et s'en sortent plutôt pas mal grâce à ça. Les Catalans sont tellement solidaires d'ailleurs qu'ils veulent quitter l'Espagne. Je veux dire, il y a des ressources. Une école, ça peut être une communauté d'enfants, mais aussi une communauté d'adultes, de parents et d'enseignants qui se mobilisent autour de l'école. C'est pas simplement un prestataire de services. Je crois que il faut admettre aujourd'hui que on a besoin de solidarité, mais la solidarité, au fond, a eu des récits religieux. Bon, ça a été le cas, quand même, la solidarité, ça a d'abord été la religion. Et puis, on est passé à des récits politiques nationaux. Bon, maintenant, il faut inventer des formes de solidarité émergentes. Qui sont compatibles avec des sociétés dans lesquelles les individus
on est dans des sociétés, on est dans des sociétés d'individus. Les individus, je suis pour l'individualisme. Enfin, je trouve qu'il faut arrêter d'être individualiste et de condamner le péché des autres qui le seraient. Mais les individus ont besoin des autres. Pour qu'un enfant devienne un individu, il a besoin de maître d'école, il a besoin de camarades, il a besoin d'une famille, il a besoin d'un milieu. Pour qu'un travailleur devienne un individu, disait mon ami Robert Castel, il a besoin de droits, il a besoin de protection. C'est une blague que d'imaginer que l'individu surgirait tout armé pour se poser comme un compétiteur sur un marché. C'est pas vrai. Le monde n'est pas ainsi fait. Mais sortons au fond de ces images un peu ridicules et en réalité auxquelles je crois chacun d'entre nous ne croit pour lui-même. Bon, on sait tous que pour être un individu, il faut quand même un monde social autour de nous. Mais la politique a la responsabilité de produire ce monde social, de l'aider à se produire. Voilà. Elle doit mobiliser la société. Alors, on pourra trouver mon discours un peu nostalgique, mais après tout, je regrette qu'on ne parle plus d'autogestion, je regrette qu'on ne parle plus de pouvoir à la base, je regrette qu'on ne parle plus de cette démocratie qui pourrait un peu irriguer la société et faire que les gens se prennent plus en charge et n'attendent pas éternellement de l'État qui les prenne en charge, d'autant plus que quand le Premier ministre dit ça, il sait pertinemment que l'État perd sa capacité de prendre en charge. Vous voulez dire au fond qu'à la nostalgie pour la Troisième République, il faut répliquer par une nostalgie pour les années 70, François Dubé? Oui, il faut être démocrate, social-démocrate, scandinave, local. Enfin, j'ai pas d'idée là-dessus très précise, mais il faut qu'on arrête aussi de faire de la théologie politique. Je prends un exemple pour bien me faire comprendre. J'avais fait un travail sur le sentiment de discrimination, notamment auprès des minorités culturelles. Les gens vous disent « je suis discriminé, ça se passe mal pour moi, mais au fond, je vis dans la société ». Mais il dit le pire, c'est que je me rends compte que je deviens un problème théologique en France. C'est-à-dire que je vis avec des gens, avec des voisins, je vis avec d'autres, c'est pas facile, mais chaque fois que j'émerge dans l'espace public, je deviens un problème qui met en cause l'identité nationale. Et ces gens ne mettent pas en cause l'identité nationale. Ces gens vivent dans des quartiers avec d'autres et on doit pouvoir arriver à vivre ensemble sans vivre dans une sorte de guerre symbolique. Je me rappelle de cette chose tragique qu'avait fait Nicolas Sarkozy sur le débat sur la nationalité, qui est un débat qui consistait à dire qui ne fera pas partie de la nationalité. Bon, les gens sont là. Ils font partie de la société. Vous avez prononcé un mot important, je crois, François Dubé, tout à l'heure, le mot droit, parce que on a parfois le sentiment d'une déconnexion entre ce qui relève du niveau très élevé des valeurs, celles qu'on trouve dans la devise républicaine, et puis une autre dimension qui est celle de l'action concrète des politiques publiques, et parfois on a le sentiment d'un hiatus, d'un fossé qui se creuse entre un discours d'un côté, puis de l'autre, des politiques publiques, des dispositifs qui peinent de plus en plus à produire des effets, notamment sur la question de la réduction des inégalités. Peut-être qu'un moyen de réarticuler ces deux dimensions, c'est de faire en sorte que les politiques publiques produisent des droits. Je suis tout à fait convaincu par ça. Je veux dire, le premier droit, disait je ne sais quel philosophe, le premier droit, c'est celui d'avoir des droits. C'est-à-dire, il faut que l'on ait des droits qui soient des possibilités d'action, pas des droits abstraits. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que l'État va réorganiser le monde autour de lui. Mais s'il ne peut pas faire ça, il peut réorganiser l'action sociale autour de lui. Et au fond, on va vivre, on le sait bien, dans des démocraties qui seront de plus en plus diversifiées, multiples. Il y a du local, il y a du national, il y a de l'international. Il faut accepter de vivre comme ça pour résister à cette espèce de discours au fond assez effrayant qui consiste à dire revenons, je dirais même pas dans la France d'autrefois, mais revenons dans ce qu'on imagine avoir été la France d'autrefois, et qui au fond fonctionne sur l'exclusion, la haine des autres, la peur de l'Europe, l'idée que le monde entier nous est hostile. Enfin, ce sont des choses qui sont quand même aujourd'hui un peu inquiétantes quand même, puisque la conjoncture sociale et politique dans laquelle nous sommes
permettre d'imaginer, au fond, le pire. On va terminer par une question de théorie sociologique, on va dire. Au fond, est-ce que cette préférence pour l'inégalité qui donne son titre à votre nouveau livre, François Dubet, ce n'est pas une espèce de variable anthropologique? On sait à quel point les sociétés fonctionnent sur des principes de distinction. Vous le rappelez vous-même, la concurrence, la compétition entre les individus. Vous me poussez vers des retranchements vers lesquels je ne vais pas souvent moi-même, mais on a de bonnes raisons de penser que l'homme n'est pas un animal très sympathique. Voilà. Un loup pour l'homme, disait l'autre. Oui, mais c'est aussi une grande tradition politique. Je veux dire. Et si je raisonne de cette manière-là, c'est aussi bon. Je ne pousse pas mes raisonnements jusque-là, mais si j'accepte cet aspect au fond noir des choses, ça veut dire que la production de l'égalité est un travail social. Il faut vouloir l'égalité. Pourquoi vouloir l'égalité ? Parce que l'égalité, c'est meilleur. On pourrait très bien avoir une argumentation utilitariste en faveur de l'égalité. Après tout, il y a un épidémiologue anglais qui s'appelle Wilkinson qui a des arguments. Il dit l'égalité, c'est bon parce que vous avez moins de criminalité, vous avez un meilleur état de santé publique, vous avez plus de confiance, il y a plus de gens qui payent leur ticket de métro, même quand il n'y a pas de surveillant, que des gens qui ne le payent pas. Vous avez confiance dans vos voisins, vous vivez plus longtemps parce que vous êtes moins stressé. Donc, il faut produire de l'égalité, pas simplement pour des raisons métaphysiques, d'autant plus que chacun d'entre nous sait bien que c'est pas la Corée du Nord qui nous menace. Donc il faut produire de l'égalité, mais me semble clair que la production de l'égalité repose sur un travail social, une activité symbolique extrêmement forte pour que je me sente, au fond, suffisamment semblable et proche des autres pour que j'ai le sentiment que leur égalité me concerne. Merci beaucoup François Dubet. Je rappelle le titre de ce livre, La préférence pour l'inégalité, comprendre la crise des solidarités. Il paraît dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, page où vous pouvez également podcaster, vous abonner au podcast de l'émission. C'est la dernière partie de La Grande Table. Caroline Brouet. Avec notre invité François Dubet depuis les studios de Bordeaux. Bonjour François Dubet. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux 2. Vous avez beaucoup travaillé sur l'école, sur les institutions, et puis depuis quelques années, vous travaillez sur les discriminations, sur la justice sociale. On vous doit notamment les places et les chances, repenser la justice sociale. C'était au Seuil, dans la collection La République des idées en 2010. Ou encore Pourquoi moi, l'expérience des discriminations, c'était un ouvrage collectif paru au Seuil en 2013. Et vous voilà aux éditions La Découverte, avec un ouvrage que vous avez dirigé, un ouvrage collectif qui s'intitule Inégalité au pluriel et justice sociale. C'est un livre issu d'un colloque qui s'est tenu il y a un an pile, en juin 2013 à Bordeaux, auquel a participé un certain nombre de gens, de grands noms même de la sociologie et des sciences sociales, Luc Boltanski, Alain Caillé, Jacques Donzelot, Marie Durubella, Pierre Ranzan-Vallon, Dominique Schnapper ou encore Alain Touraine. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, en amorce de cet entretien, François Dubet, quelle était l'idée de ce colloque? Quelle était l'idée de se réunir autour de ce thème des inégalités et de la justice sociale? Est-ce que vous vouliez faire un état des connaissances? Non, je voulais plutôt faire un état des débats en réunissant au fond des collègues, quelquefois des amis sur la base d'affinités électives, c'est-à-dire sur l'idée que sans être d'accord forcément, on peut au moins se poser des problèmes en commun. Et l'idée que j'avais, c'était de traiter des inégalités comme un problème et comme une expérience sociale, pas simplement de les mesurer, de les décrire, de les dénoncer. Je voulais que l'on essaye de réfléchir sur la question de savoir ce que nous font les inégalités et ce que nous faisons avec. Donc, voilà, l'occasion se présentant, j'ai invité ceux avec lesquels j'avais, au fond, depuis longtemps, des conversations.
Alors jusqu'à présent, le terme des inégalités a été beaucoup traité en sciences sociales, mais au sens social large, c'est-à-dire que l'économie aussi fait partie de ces recherches sur les inégalités. Le livre de Thomas Piketty, qui a été beaucoup récompensé cette année, qui a fait événement, portait précisément sur le creusement des inégalités dans la société. Quelle est la différence entre un travail de sociologue et un travail d'économiste, selon vous, François Dubé? Vous parlez de la différence entre mesurer et décrire d'un côté et le travail sur l'expérience des inégalités. Quelle question le thème des inégalités pose aux sociologues qu'il ne pose pas à l'économiste, et comment vous y répondez en tant que sociologue, encore une fois? Je voudrais d'abord dire que la mesure des inégalités, et notamment celle de Piketty, est indispensable. Il faut savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut mesurer en fonction des groupes, de critères divers, etc. Du point de vue sociologique, la mesure des inégalités n'est pas suffisante parce que, au fond, se posent plusieurs questions. D'une part, la première question est de savoir si ces inégalités forment un système, si, du point de vue de l'analyse sociale, c'est une distribution ou c'est une manière de lire la vie sociale. Par exemple, pendant près d'un siècle, nous avons pensé les inégalités autour d'un système d'inégalité de classe qui était aussi une manière de lire la vie sociale, qui était une grammaire de la vie sociale. Aujourd'hui, le sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent avoir, c'est que d'un côté, les inégalités se creusent, et en même temps, nous avons le plus grand mal à dire quel est le système qui les organise. En tout cas, le système qui les organise, si l'on n'en reste pas à l'opposition des 1% les plus riches et des 99% qui restent, puisque les inégalités auxquelles on est très sensible sont quand même les petites inégalités qui nous affectent bien plus souvent d'ailleurs que les très grandes qui restent lointaines. Donc, la première question, c'est peut-on toujours lire la vie sociale à partir de ça ? La deuxième question, qui est une question qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est de savoir pourquoi, au fond, la plupart des inégalités ne nous scandalisent pas. On dénonce en général les inégalités, mais dans la vie banale, quotidienne, la plupart des inégalités ne nous scandalisent pas, donc on est tout à fait capable de les justifier, de les légitimer ou de ne même pas les voir. Et donc la deuxième question qui me paraît importante, c'est de savoir pourquoi certaines inégalités nous scandalisent, pourquoi certaines inégalités nous paraissent profondément injustes, alors que d'autres nous paraissent au fond acceptables ou invisibles. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des liens entre, de ce point de vue-là, la sociologie et la philosophie sociale. L'autre type de question qui peut se poser, c'est de savoir ce que les inégalités nous font dans notre expérience de vie, c'est-à-dire comment on vit avec, comment on s'en accommode, comment il se crée une économie morale autour des inégalités, c'est-à-dire, d'une certaine façon, comment les inégalités peuvent devenir de l'action, comment on peut se mobiliser ou ne pas se mobiliser autour des inégalités. Donc je crois que la mesure des inégalités est évidemment une activité indispensable, et heureusement que de grands organismes de recherche, de recensement comme l'INSEE ou que des collègues se livrent à ce travail. Mais il faut plus. Mais en même temps, ça ne suffit pas pour comprendre ce que les inégalités nous font. Voilà, il faut donc, on a compris, François Dubé, que vous vous intéressez particulièrement à la manière dont la population réagit à ces inégalités. Vous avez dit, il y en a des inégalités qu'on considère comme qui passent plus facilement que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et peut-être des raisons, la frontière qui fait que vis-à-vis de certaines inégalités, il y a effectivement une sensibilité, on va dire, de la couche sociale, de la société, tandis que d'autres inégalités passent plus facilement? Alors, il faut d'abord rappeler que nous sommes aujourd'hui exceptionnellement égalitaires. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans des sociétés égalitaires, mais nous avons une conscience très forte de notre égalité fondamentale. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui scandalisés par des inégalités, par exemple entre les sexes, qui, il y a un siècle, ne scandalisaient guère,
qui était perçue comme l'expression d'inégalités naturelles voulues par Dieu, etc. Donc n'imaginons pas qu'il n'y ait pas des inégalités qui aient été parfaitement, pendant longtemps, perçues comme allant de soi. On pourrait d'ailleurs penser que des inégalités entre les adultes et les enfants relèveraient éventuellement de ce problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a un grand nombre d'inégalités que nous trouvons parfaitement acceptables. Je pense, par exemple, que les inégalités issues des concours scolaires sont très peu contestées. Les inégalités issues des performances sportives sont très peu contestées. Vous savez d'ailleurs mieux que moi qu'on va trouver que les inégalités engendrées par les grandes fortunes, les revenus obscènes, pour parler comme ça, recueillis par les grands dirigeants économiques peuvent scandaliser. Mais en cette période de Coupe du Monde de football, les revenus des footballeurs ne sont guère contestés parce que les gens pensent que ce sont des revenus acceptables, équitables en tout cas, dont le fondement méritocratique n'est pas mis en cause. Donc d'une certaine manière, chaque fois qu'il y a inégalité, il y a des jugements de justice. Comment peut-on justifier ces inégalités ? Et parfois, on se donne beaucoup de mal pour les justifier. Parfois, on n'y parvient pas et il peut y avoir des indignations, des révoltes, des colères, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura pour autant d'ailleurs de l'action collective. François Dubé, pour vous interroger à nos côtés, Antoine Mercier, que vous avez entendu à l'instant, et moi-même, nous avons fait appel au directeur général du think tank Terra Nova, Thierry Pech, qui est donc assis autour de la table. Bonjour Thierry Pech. Bonjour. Qui connaît à la fois très bien votre travail, qui connaît aussi très bien cette question des inégalités et de la justice sociale, et qui travaille au sein de Terra Nova, justement, au dialogue entre chercheurs et politiques, qui est une question, cette réflexion sur les rapports, disons, entre savants et politiques, qui est une réflexion au cœur de votre ouvrage collectif. Je lui cède la parole. Bonjour François Dubé. Bonjour. Dans le fil de ce que vous venez de dire, je voudrais votre sentiment sur une observation que je me fais souvent, c'est-à-dire qu'on est très fort dans l'exercice de mesure des inégalités. De ce point de vue, d'ailleurs, l'économétrie des économistes nous apporte beaucoup de connaissances sur les revenus, les patrimoines en particulier. Et on voit bien d'ailleurs de ce point de vue, la connaissance économétrique des inégalités peut changer au regard qu'une société porte sur elle-même. C'est du moins ce que montre en grandeur nature la réception de l'ouvrage de Thomas Piketty aux États-Unis aujourd'hui. Et on voit bien que cette mesure est utilement et indispensablement complétée par les sociologues parce que les inégalités ne sont pas que de revenus de patrimoine, elles sont aussi de diplômes, de qualifications, de sexe et encore de bien d'autres ordres. Et cependant, il y a quelque chose qui, lorsqu'on se concentre uniquement sur ces mesures, disparaît de notre écran radar, c'est ce qu'on appelait autrefois, et je sais que ce vocabulaire va vous parler, les rapports sociaux. Au fond, l'inégalité, c'est l'inégalité toujours entre des gens, entre des groupes ou entre des individus. Et cette inégalité, elle est vécue de manière, vous l'avez dit d'ailleurs à l'instant, tout à fait différente selon les époques. Alors je sais bien que ce vocabulaire des rapports sociaux était attaché à une sociologie marxiste et qu'elle supposait identification de classes sociales qui sans doute sont moins évidentes à identifier aujourd'hui, bien qu'on puisse identifier ce qui faisait le fondement de ces classes, c'est-à-dire des distances de classe. Alors ce qui manque évidemment, c'est une conscience de classe et encore bien d'autres choses pour que ce vocabulaire soit approprié. Mais en dépit de cette difficulté méthodologique de définition de classe sociale, comment diriez-vous, de votre point de vue, que les rapports sociaux ont évolué, c'est-à-dire la manière dont ces inégalités sont collectivement vécues? Est-ce qu'il y a plus d'amertume? Est-ce qu'il y a plus de ressentiment aujourd'hui, en dépit d'inégalités qui, à certains égards, peuvent être plus faibles qu'autrefois? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui vous semble croître dans la société française, celle qu'on observe, vous et moi en tout cas, le plus, une plus grande disposition à accepter ces écarts? J'ai l'impression que les inégalités sont beaucoup moins bien supportées qu'elles pouvaient l'être dans le vieux système de rapports sociaux de classe. Parce que dans le vieux système de rapports sociaux de classe, au fond, les acteurs pouvaient avoir le sentiment qu'il y avait entre les groupes des sortes de barrières sociales, de grandes distances, au fond que jamais un bourgeois et un ouvrier ne se croiseraient véritablement, et que donc chaque groupe pouvait offrir une forme, je vais dire, de sécurité, d'égalité à l'intérieur de chaque groupe. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une sorte de fractionnement infini des inégalités,
qui fait que même dans le cas où elles ne sont pas beaucoup plus grandes qu'elles n'étaient, parce qu'elles ne sont pas toujours plus fortes qu'elles étaient, elles sont vécues beaucoup plus difficilement parce que l'espace de la comparaison des inégalités s'est considérablement rapproché. Au fond, ce que disent toujours les acteurs, c'est qu'on va être inégal en tant que femme, en tant que travailleur, en tant que diplômé, en tant que vivant à la ville, en tant que vivant à la campagne. Et donc, il y a une exacerbation du sentiment d'inégalité qui évoque d'ailleurs assez fortement Tocqueville, au fond. Dans un monde qui postule l'égalité de tous, la tolérance à l'égard des inégalités a beaucoup faibli. Le problème, évidemment, qui nous est posé, c'est que ces inégalités qui irritent la conscience, enfin, qui agressent, qui sont piquantes, ne font pas système, et que beaucoup de gens que l'on rencontre dans les entretiens que nous faisons ont le sentiment que ces inégalités ne sont plus corrélées à des rapports sociaux, à des choses identifiables, que c'est une sorte de mécanisme qui s'auto-engendre, qui s'auto-produit. Et donc il y a à la fois beaucoup plus d'amertume à l'égard des inégalités, et en même temps une sorte de comment dirais-je, d'intériorisation morale des inégalités. Ou de fatalisme ? Pas de fatalisme. Les gens sont très très fâchés. Je veux dire, quand on fait des enquêtes aujourd'hui, on a complètement oublié, tellement que c'est banal, que les acteurs sociaux ont une conscience critique du monde extrêmement aiguë. C'est très rare de voir des gens qui vous disent le monde va bien, je suis content, il est parfaitement juste. Au contraire, vous avez en permanence une sorte de colère. Oui, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le passage à l'action. C'est que vous avez des colères qui tournent sur elles-mêmes et qui ne produisent rien. La question, c'est fâché contre qui ? C'est fâché contre le système en général, donc ça veut dire les dieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on peut plus se fâcher contre la catégorie d'à côté. Voilà, mais je veux bien me fâcher contre mon patron, encore faut-il qu'il soit là, d'une part, et d'autre part qu'il soit un vrai patron. Et beaucoup de gens vous disent, mon patron, c'est pas vraiment un patron, il reçoit des ordres d'autres entreprises. Oui, ou que je sache qui est le patron. Voilà, il faut que je sache être loin, invisible. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui est quand même extrêmement importante, c'est que nous avons changé de modèle de justice sociale et que beaucoup de gens considèrent que, au fond, ils sont responsables de ce qui leur arrive et que dans une large mesure, le ressentiment engendré par les inégalités est une forme je ne voudrais pas être excessif, mais de culpabilité ou de haine de soi. Moi qui me suis beaucoup intéressé à l'école, je veux dire que tous les élèves vous disent, au fond, c'est de ma faute. Ce qui m'arrive, c'est de ma faute. On m'a donné la chance d'être égal, je ne l'ai pas prise. Et donc, il y a dans ce thème très fort de l'égalité des chances, du droit à réussir qui est donné à chacun, un sentiment très profond d'échec, de culpabilité, qui fait d'ailleurs que la haine des proches se développe considérablement. Une question d'Antoine Mercier. Les inégalités ressenties d'autant plus qu'elles viendraient d'un au-delà dont on ne sait pas d'ailleurs qui il est et qui le maîtrise, et à partir du moment où on n'a plus prise précisément sur la transformation, sur l'espoir de modifier la situation par son comportement civique ou par son comportement politique. Donc c'est ce décrochage avec le sens politique qui fait peut-être que les inégalités sont ressenties de façon brutale, sans qu'on puisse éventuellement, encore une fois, les atténuer éventuellement. François Dubet. Elles sont ressenties de façon brutale, comme vous l'avez dit, parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas de causes identifiables sur lesquelles on puisse agir. Et deuxièmement, je le répète, parce qu'il y a toujours un soupçon que l'on s'adresse à soi-même pour savoir si on n'est pas véritablement responsable de ce qui vous arrive. Mais est-ce que c'est pas le système libéral qui fait ça, finalement, qui induit cette culpabilité ? On peut dire le système libéral, mais c'est une formule compliquée parce que ce système libéral, c'est ce qu'on appelle, d'habitude, le libéralisme, le marché, chacun pour soi. Mais c'est aussi comment dirais-je, l'aboutissement, la manifestation d'une pensée dans laquelle on veut être l'auteur de sa vie. Je veux pouvoir mener la vie que je veux me sentir responsable de mon action.
Donc le libéralisme, ça n'est pas que le capitalisme égoïste, c'est aussi l'idée que chaque sujet peut se prendre en charge lui-même. Et de ce point de vue-là, il y a une tension extrêmement forte dans ce sentiment, dans ces jugements sur les inégalités. Thierry Pêche. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait de cette colère? C'est la question politique et j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Pour ma part, j'ai tendance à penser que la colère doit se socialiser dans les démocraties, qu'il faut lui donner forme et langage politique et que la manière la moins absurde d'y parvenir, c'est de s'expliquer collectivement les mécanismes qui produisent les inégalités perçues ou jugées les plus scandaleuses. Je pense que de ce point de vue, les sciences sociales ne font pas preuve toujours d'une grande efficacité. On s'appesantit volontiers sur la mesure. On est souvent moins brillant dans ce qui supposerait plus d'interdisciplinarité, d'ailleurs, entre les sciences sociales, pour s'expliquer les causes, et pas simplement pour se les expliquer dans des colloques, mais pour les expliquer à nos contemporains. C'est-à-dire pour aussi inviter les médias à s'en saisir. La critique sociale, en fait, François Dubé. Je crois que ça s'appelait comme ça autrefois. Non, mais ça s'appelait comme ça et c'est quelque chose qu'il faut reconstruire. Mais c'est une position qui est difficile à défendre parce que très souvent, la dénonciation des inégalités a une connotation morale qui fait qu'on en reste là. Je veux dire, moi, je suis quand même frappé par le fait que très facilement, on va décrire une inégalité, dire qu'elle est très mal et puis rentrer chez soi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est soulagé, on s'est fait du bien. Mais il n'est pas évident qu'on ait dit grand-chose. Or, le problème de la formation des inégalités, c'est que d'une part, ce sont très souvent des processus fins qui s'agrègent. Alors, je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est la formation des inégalités scolaires. Les inégalités scolaires, c'est des petites inégalités qui s'accroissent. Ce n'est pas de très grandes inégalités initiales. Ce sont des petites inégalités qui vont s'accroître mécaniquement et produire à la fin de très grandes inégalités. Ce qui fait que chacun peut se sentir un peu pris dans ce mécanisme auquel il a participé. Après tout, qui parmi nous n'a pas choisi la meilleure école, la meilleure filière, etc. pour ses enfants? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous réfléchissez sur les inégalités et que vous sortez du modèle les 1% qui prennent tout et les autres, vous vous rendez compte que les échelles d'inégalité sont des échelles relativement fines. Et que dans ces échelles-là, il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui perdent. Et que ça demande beaucoup de courage d'aller regarder de près pour montrer, par exemple, que les inégalités scolaires ne sont pas franchement défavorables à une grande partie de la population. Et d'ailleurs, quand un ministre a évoqué un soir d'optimisme excessif la question des classes prépa, il a replié bagage en 12 heures. Ça n'a pas duré une semaine. Quand vous regardez les inégalités de santé, vous êtes dans le même problème. D'une certaine façon, on est dans des équilibres très, très instables. Ce qui fait qu'à mon avis, le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est le troisième terme du triptyque républicain, c'est celui de la solidarité. C'est celui dire de la fraternité. Pour parler ce vieux langage. Mais d'une certaine façon, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'affirmation de notre égalité fondamentale ne nous engage pas à vouloir l'égalité des autres. Ça et que pour vouloir l'égalité des autres, il faut quand même avoir un lien, appelons-le comme on voudra, de fraternité, de solidarité. Il faut s'en sentir responsable. Et là, nous avons de très très grandes difficultés parce que la seule dénonciation des inégalités ne nous pousse pas à vouloir l'égalité des autres. Thierry Pêche. Oui, en gros, c'est la fin d'ailleurs de la conclusion du livre que vous avez signé. Je vous cite, vous citez vous-même Durkheim, qui affirmait dans La division du travail social, pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, il faut qu'ils s'aiment, que pour une raison quelconque, ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. Est-ce que ça n'est pas une manière de dire qu'il y a forcément un lien préalable, précédent, toute appréciation sur les inégalités? Au fond, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faut d'abord faire destin commun et qu'ensuite on peut discuter des inégalités? Mais destin commun, ça s'appelle la nation, François Dubé. Je ne sais pas comment l'appeler. Ce que je peux constater... Vous appelez ça la fraternité. Mais je ne sais pas comment l'appeler parce que le vocabulaire, pardonnez-moi d'être vulgaire, est pourri là-dessus. Ouais. On ne sait plus comment parler. Je ne veux pas parler comme Maurras, je ne veux pas parler comme Barrès, je ne veux pas parler comme je ne sais qui.
Mais en même temps, il est bien évident que quand je vois aujourd'hui la poussée de l'extrême droite et des populismes, ce sont bien des demandes de solidarité, closes, fermées, hostiles, xénophobes, racistes, etc. Mais ce sont des gens qui demandent, d'une certaine manière, recréation d'une solidarité, qui se sentent abandonnés. Ce ne sont pas des gens qui sont brutalement devenus racistes ou fascistes, ce qui n'était pas il y a encore quelques années. Donc, si la gauche, pour dire les choses très simplement, si la gauche ne se saisit pas de ce problème, si la gauche ne se saisit pas de la construction d'une sorte d'imaginaire qui nous permet de vouloir être égaux, je crois qu'on va aller au-devant de catastrophes, puisque d'une certaine façon, ce thème-là est aujourd'hui quasi monopolisé par des gens qui ne veulent pas des autres, qui sont racistes, qui sont méchants, qui sont désagréables, qui veulent se fermer, qui n'aiment pas les étrangers, qui veulent pas d'abaisser de l'égalité, etc. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, la réflexion sur les inégalités suppose, en amont, quelque chose qui s'appelle le désir de vouloir l'égalité des autres. C'est ce que dit bien d'ailleurs dans ce bouquin Rosan Vallon dans sa discussion avec Renaud. Au fond, Renaud lui dit... Alain Renaud, pardonnez-moi. La discussion, c'est que Renaud dit la seule question, c'est la question des inégalités justes dans une perspective rawlsienne. Et Rosan Vallon répond non, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est le désir d'égalité pour une communauté qui se perd. Faire du commun. Voilà. Et je crois que c'est un problème que nous avons. Nous l'avons dans... C'est pas simplement la nation, mais c'est aussi qu'est-ce qu'une institution, qu'est-ce qu'une école, qu'est-ce que la vie locale. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas être très frappé par le sentiment d'émiettement sur lequel se développe aujourd'hui en France les inégalités. François Dubé, vous parlez de la responsabilité du politique, en l'occurrence de la responsabilité de la gauche. Et vous dites qu'il faudrait qu'elle s'empare de ces sujets-là. Et tout à l'heure, Thierry Pech vous a posé la question de l'efficacité des sciences sociales. Il est un chapitre qui est le dernier chapitre de votre ouvrage collectif, qui est très intéressant de ce point de vue-là. C'est précisément la rencontre entre les sciences sociales et les politiques. Et vous partez d'expériences rapportées, par exemple, par Dominique Schnapper au Conseil constitutionnel, par Jacques Donzelot au GIP, au groupe d'information sur les prisons, ou bien sur ces politiques urbaines. Et chacun montre qu'il y a un manque de relais politique, un manque de considération politique pour les sciences sociales, d'où votre conclusion, il faut de la solidarité. Peut-être que la solidarité commencerait déjà par l'intérêt des politiques pour les sciences sociales. Est-ce que la critique de ce manque de dialogue entre le savant et le politique aujourd'hui porte plutôt sur les sciences sociales un petit peu trop refermées dans leur tour d'ivoire, ou bien porte plutôt sur les politiques, les responsables politiques? Et là, on pourra aussi avoir le point de vue de Thierry Pech sur cette question en tant que directeur général d'un think tank qui s'adresse aux politiques pour qu'ils prennent des décisions à partir de la base de recherche. Donc, est-ce que la critique vient plutôt en amont ou en aval? Bon, je crois que les politiques font de la politique. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ça n'est pas négatif. Je veux dire, un homme politique est un homme qui se pose des questions d'opportunité, d'action, etc. Je crois que depuis maintenant quelques années, il me semble que les sciences sociales ne font pas véritablement leur boulot. Je crois que nous sommes très souvent dans une dérive qui est extrêmement micro-sociologique, c'est-à-dire, au fond, j'abandonne l'idée selon lesquelles les sciences sociales doivent construire un récit ou un imaginaire ou une représentation de la vie sociale. Et de l'autre côté, bien souvent, quelques facilités de la dénonciation, c'est-à-dire... vous savez, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, puisque de toute manière, ça ne peut pas changer. Donc je crois que on est quand même aujourd'hui dans une nécessité de refabriquer ou de fabriquer des sciences sociales qui puissent être utiles. Moi, ça ne me gênerait pas que nous servions à quelque chose. Alors, ça se produit souvent. Sourire, je ne sais pas si c'est un sourire désabusé de Thierry Pech. Les think tanks jouent un rôle. Mais je trouve que nous manquons très souvent, nous, les sociologues, pour parler de ma propre famille ou de ma propre tribu, nous manquons souvent de fermeté, de courage dans les propositions que nous pourrions faire.
Thierry Pech. Oui, je dois dire que, alors, pour répondre à la question de Caroline, de mon point de vue, mais ça me permettra de vous relancer, François Dubé, sur un sujet, je pense que le monde politique est trop technocratique à beaucoup d'égards. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un problème d'inégalité. Comment on le résout ? On va faire une mesure ciblée. Mais cette mesure ciblée, elle va... Non, mais on crève, pardonnez-moi, on crève de l'addition de dispositifs sur des dispositifs. C'est devenu une pathologie nationale. C'est ce que je crois aussi. Mais en même temps, on crée des stigmatisations en faisant des mesures ciblées. Ça devient très très vite très compliqué. Oui. Et au fond, si on veut reconstruire du commun, il faut reconstruire des mesures communes. C'est-à-dire, il faut penser à quelques politiques sociales universelles. Et je veux revenir sur ce mot de nation que j'ai utilisé et qui vous dérangeait, qui vous brûlait les doigts tout à l'heure, François. Non, laissez-moi juste finir. C'est une idée de gauche, la nation, vous savez bien. Je sais bien. Et dans ce sens-là, est-ce que ce cercle du sacrifice et du partage peut se reconstituer autrement qu'en faisant du commun, c'est-à-dire des politiques sociales plus universelles ? Alors, la réponse que j'apporterai à ça est la suivante. Je crois que les grands récits dans les représentations transcendantes d'une nation, d'une république, etc., je crois que c'est fini. Bon, qu'on n'est plus dans ce moment-là, et je crois que personne ne pourrait véritablement se donner le ridicule de les reconstruire. En revanche, je pense qu'on peut fabriquer des politiques qui recréent du commun. Je crois qu'on peut refabriquer des établissements scolaires qui soient des manières de vivre ensemble. Je crois qu'on peut refabriquer des luttes contre les discriminations qui ne sont pas ciblées sur des publics, mais qui soient des politiques permettant de vivre ensemble. Je sors d'un travail sur le sentiment de discrimination. Personne dans les 300 entretiens que nous avons faits n'a souhaité de discrimination positive. Tout le monde a dit « je veux bénéficier de politiques qui s'adressent à tous ». Personne n'a demandé de politique qui s'adresse à soi. Donc, d'une certaine façon, rien ne nous impose aujourd'hui de renoncer à l'idée qu'il faut refabriquer des politiques communes, qu'il faut refabriquer des intérêts communs. Évidemment, ma tendance est plutôt de dire partons de problèmes tels qu'ils se posent, partons de problèmes, par exemple, de savoir comment les mamans qui portent des foulards peuvent accompagner leurs enfants lors de sorties, plutôt que de transformer, ce qui est aussi une maladie nationale, de transformer tous nos problèmes en débats théologiques qui nous empêchent évidemment et de réfléchir et d'agir. Une dernière petite question d'Antoine Mercier. Je reste deuxième gauche, pour parler comme ça. Une dernière petite question d'Antoine Mercier, une dernière petite réponse, s'il vous plaît, François Dubé. Alors, pour en revenir peut-être à la première gauche, est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui pourrait refaire une politique sociale, on va dire, et qui aurait un sens? Ça serait de considérer la lutte contre la pauvreté plutôt que de vouloir axer la politique sur des questions de société et d'égalité. Est-ce que cette notion de la pauvreté ne peut pas être saisie précisément dans une solidarité nationale? Ça serait un champ bien identifié qui permettrait d'avoir une action concrète qui concernerait tout le monde. Oui ou non, François Dubé? Je vais répondre oui, mais un petit peu à côté, pardonnez-moi, pour dire qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que dans une société qui redistribue plus de la moitié du PIB, il faudrait qu'un jour, nous ayons la capacité de comprendre que chacun puisse comprendre comment s'opèrent ces redistributions de façon à ce que les gens n'aient pas le sentiment en permanence de se faire gruger dans ce système. Merci beaucoup François Dubé. Inégalités et justice sociale, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions La Découverte avec les contributions très nombreuses. Luc Boltanski, Alain Caillé, Jacques Donzelot, Marie Durubila, Pierre Rosanvallon, Dominique Schnapper, Michel Vievurka, Alain Touraine. On en a cité déjà un certain nombre. Merci beaucoup.